Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les différentes activités d'ADEX pour ensuite vous introduire le sujet du jour présenté par Marie Thomas, manager du service comptable chez ADEX, donc, qui va vous présenter le thème du jour autour de la SCI et à savoir quel régime fiscal choisir, soit l'IS, soit l'IR. Alors, du coup, chez ADEX, ADEX à la base, c'était un cabinet d'expertise comptable qui s'est, avec le temps, diversifié et qui a donc créé aujourd'hui 3 pôles d'activité. Un pôle d'activité phare qui est le cœur de métier, donc l'entreprise. Vous pouvez donc retrouver dans l'entreprise de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, de la paye et de la gestion sociale pour les entreprises, de l'assistance juridique, de l'assistance administrative, du RH et de la gestion de recrutement. Et pour le service comptabilité et entreprise en général, il est possible d'avoir un service online, social et comptabilité. Dans un second pôle d'activité, nous avons un pôle d'activité dit investisseur à travers de la location meublée et de l'accompagnement fiscal, qui représente aujourd'hui plus de 7000 clients. Et également, un espace online est possible pour les clients investisseurs. Et pour finir, un troisième pôle d'activité basé sur l'accompagnement patrimonial à travers des audits et des bilans, et qui donc a ouvert ses portes il y a 2 ans. Nos équipes commerciales, du coup, pour le pôle d'activité entreprise, nous avons donc Nathalie, Drevon et François, qui sont donc spécialistes pour analyser les enjeux du client, proposer un accompagnement personnalisé, coordonner l'intervention des spécialistes. Dans le pôle d'activité investisseur en location meublée, nous avons donc Aurélie Véron, responsable commercial, Audrey et puis Margot, qui elle donc analyse et identifie également les besoins du client, apporte au client de la sérénité et dans ses démarches administratives et comptables, et également elles orientent le client vers les services adaptés. Et donc pour le troisième pôle, nous avons donc Olivier Coelho en responsable du pôle patrimonial et moi-même. Donc nous sommes 2 pour l'instant et nous livrons des conseils objectifs et sur mesure pour le client. Nous mettons en relation les clients avec les experts adaptés. Nous donc valorisons, optimisons et transmettons le patrimoine du client. Donc, du coup, maintenant, je vais vous laisser avec Marie Thomas qui va donc vous présenter le sujet sur la SCI, en espérant que ce sujet vous plaira. Et bien, bonne continuation à vous et bon atelier. Alors, bonjour à tous. Bon, c'est inédit pour moi de parler face à un ordinateur comme ça, mais on s'adapte. Donc, le sujet du jour, c'est la SCI, pardon, et puis le régime fiscal, le choix du régime fiscal qui y a à faire. Avant d'opter pour un régime fiscal et de vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous, il me paraissait important de rappeler ce qu'était une SCI, pourquoi on l'a constituée et son objet de manière générale, que ce soit IR/IS ou peu importe les montages après avec lesquels on travaille. Une SCI, c'est une société civile immobilière, donc c'est bien une entité juridique qui est civile. Le mot civil, je réinsisterai plusieurs fois dans la présentation à ce propos, mais c'est vraiment important parce que c'est ce qui caractérise la SCI. Le mot civil va évidemment
en comparaison avec un objet commercial que la SCI ne peut pas avoir. On y reviendra. Donc, une société civile immobilière, c'est une société qui a 2 associés au minimum. C'est le propre des sociétés civiles et qui détiennent des parts sociales et pas des actions comme dans une société commerciale, une société par action. On doit, pour la création d'une SCI, rédiger des statuts, élire un siège social, nommer un gérant. Ça aussi, c'est un aspect qui est très important. Faire des formalités de création identiques à toute société, comme vous connaissez dans votre activité et comme vous avez sûrement. En général, on tient une comptabilité, alors plus ou moins simplifiée, plus ou moins complexe, suivant la SCI. Ça, on le verra, c'est une différence entre les SCI, R et IS. Et on doit tenir des assemblées générales. C'est pareil, ça c'est en général. Le tout, c'est de pouvoir prouver l'existence de la SCI par des PV de décision, etc. Bon, ça, c'est vraiment le formalisme. Donc, pour revenir un petit peu sur l'aspect civil en comparaison à l'aspect commercial, l'aspect civil, ça veut dire que c'est le code civil qui s'applique et qui régit les règles de fonctionnement de la SCI et pas le code de commerce, comme ce serait pour les autres sociétés. Ça veut dire qu'en cas de litige, c'est les tribunaux civils qui vont intervenir, qui seront compétents, c'est-à-dire tribunal d'instance, tribunal de grande instance, et non pas un tribunal de commerce, comme ce serait pour une société commerciale. Par défaut, une SCI sans option, elle est à l'impôt sur le revenu. Par défaut, une société commerciale, elle est à l'impôt sur les sociétés. On peut faire les options dans un sens ou dans l'autre, mais par défaut, c'est ça la grande différence. La responsabilité des associés d'une société civile, elle est illimitée, c'est-à-dire qu'en cas de pépin et en cas de dette importante sur la SCI, les créanciers, principalement les banques, peuvent venir aller chercher sur le patrimoine personnel des associés, bien sûr à hauteur de leur pourcentage de détention du capital social. Dans une société commerciale, la responsabilité des associés, elle est limitée aux apports. Donc ça, c'est une différence qui est majeure. Même si aujourd'hui, dans les sociétés commerciales, les banquiers se garantissent avec d'autres possibilités que sont les cautions personnelles, etc. Mais voilà, le caractère de la société est tel quel. Et l'objet social, donc l'objet social, si vous voulez, c'est le but et le cadre dans lequel peut intervenir la société. Donc dans une SCI, c'est forcément un objet civil, alors que dans une société commerciale, ça peut être un objet civil ou commercial, peu importe. Qu'est-ce qu'un objet civil? Un objet civil, c'est tout ce qui n'est pas commercial. Et commercial, c'est exercer des actes de commerce à titre habituel. Donc, par exemple, adapter une SCI, on ne peut pas dans une SCI acheter et revendre des biens immobiliers en tant que marchand de biens, c'est impossible. On serait requalifié en société commerciale. Voilà, pour la présentation juridique. Et voilà, le slide d'après, je voulais juste vous présenter l'objet social classique qu'on voit dans les statuts de SCI. Donc, en général, on prévoit quand même assez large. Donc, on parle d'acquisition, administration, gestion par bail, location, toute autre forme de tout immeuble ou bien immobilier, toute opération financière, mobilière ou immobilière de caractère purement civil, donc ça on le reprécise, se rattachant directement ou indirectement à cet objet est susceptible d'en favoriser la réalisation. Ça, c'est l'objet social type classique qu'on voit dans les statuts de SCI. Et voilà, ça détermine vraiment le champ d'action de la SCI, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Et quand on crée une SCI, il faut évidemment faire attention à être le plus large possible pour éviter trop de contraintes par la suite, parce que vous savez qu'une société ne peut faire des actes que dans le cadre de son objet social. Donc, s'il faut changer l'objet social pour pouvoir faire certains actes, ça engage des frais, etc. C'est dommage. Autant le prévoir dès le début, dès la Constitution, et prendre un objet social de ce type-là pour être vraiment le plus large possible.
D'une manière générale, toujours hors choix du régime fiscal, en général, pourquoi on crée une SCI? Avant même de se poser la question du régime fiscal, il y a 2 raisons principales qui sont les suivantes. C'est la gestion de son patrimoine immobilier et la transmission, ou du moins la préparation de la transmission de son patrimoine immobilier. Pour ce qui est de la gestion du patrimoine immobilier, les statuts, dont je vous en ai parlé, vraiment, ils régissent le fonctionnement de la SCI. Donc, ils régissent, et j'en ai parlé tout à l'heure, notamment les pouvoirs du gérant. Les pouvoirs du gérant, on élit un ou des gérants dans une SCI, des co-gérants, pardon. Et on écrit ce qu'ils peuvent décider tout seuls, sans l'accord de personne, et ce qui doit être soumis à vote en assemblée générale. Et à ce moment-là, à quelle majorité on doit être, à quelle majorité la décision doit être approuvée pour pouvoir être validée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce que ça encadre la gestion du patrimoine immobilier. Voilà, est-ce qu'on fait des travaux? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on ne vend pas? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un caractère qui est très, très important. Et notamment en cas de mésentente, ça permet de sauvegarder ce patrimoine parce que, comme je dis, il y a un gérant, il y a des gérants, il y a des majorités qui sont décidées dans les statuts. Donc, voilà, on suit les règles, en fait. On suit les règles. Et on évite les situations de blocage. La deuxième raison dont je vous ai parlé, c'est la transmission du patrimoine. Donc, on est sur une société avec des parts sociales. Et les parts sociales, c'est des droits mobiliers sur lesquels on peut effectuer des donations. Donc, c'est le premier point, cession successive de parts, notamment à ses enfants, en bénéficiant du coup des abattements qui sont prévus par la loi pour les droits de succession. Donc, on parle là des 100 000 euros d'abattement tous les 15 ans, notamment pour les enfants, par parent. Deuxième point, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est pallier les inconvénients de l'indivision, notamment par le gérant, parce que voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Une fois que c'est écrit dans les statuts, on ne peut pas bloquer sans raison. Et notamment, il est toujours possible de céder ses parts sociales aux autres associés, dans les conditions qui ont été prévues par les statuts. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a un autre outil qui est assez utilisé dans les SCI, c'est le démembrement des parts sociales. Pour réduire la pression fiscale à la succession, ce qui se fait pas mal, c'est du coup de démembrer les parts, de donner la propriété aux enfants. Et à ce moment-là, au décès des parents, les enfants ne paieront des droits de mutation que sur la valeur de l'usufruit, ce qui réduit la pression. Et il y a aussi le dernier cas, mais qui est un petit peu à part, c'est le cas des SCI familiales. Bon, ça se recoupe, ça se recoupe avec ce que je vous ai dit, mais vraiment, une SCI familiale, en fait, c'est une SCI dont les associés sont membres d'une même famille, qui ont un lien de parenté ou d'alliance. Et ces SCI-là, elles permettent notamment d'avoir des avantages particuliers donc, au sein d'une même famille. Elles permettent de transmettre un bien immobilier au sein d'un couple. Donc voilà, par rapport aux règles de succession, etc., on peut organiser la protection de son conjoint par rapport au bien immobilier avec ces outils-là. Organiser une espèce d'indivision stable entre héritiers sur la durée et structurer vraiment un projet sur le long terme. Et enfin, dernier cas auquel ça peut s'appliquer, on peut associer les enfants à un projet d'acquisition d'un bien immobilier pour leur constituer un patrimoine sans qu'ils aient un apport d'argent initial à faire. Donc ça, voilà, c'est vraiment du droit et on arrive à faire des choses intéressantes avec des SCI. Hop, je surveille l'heure quand même pour ne pas trop déborder. Donc, on en arrive aux régimes fiscaux. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime
par défaut d'une SCI, c'est ce qu'on appelle les SCI à l'IR. En fait, quand on dit SCI à l'IR, c'est une SCI qui est transparente, translucide fiscalement, qui ne paye pas d'imposition en propre sur ses bénéfices. C'est par contre ces associés, qui seront imposés en fonction de leur nature, donc associés en fonction de leur nature, sur la fraction des bénéfices qui leur revient en fonction du pourcentage de détention qu'ils ont dans la SCI. Donc, quand une SCI elle est détenue à 100% par des personnes physiques, c'est là qu'en fait on parle de SCI à l'IR, c'est une SCI en fait qui va déterminer ses résultats en revenus fonciers, et ses associés, sur leur déclaration d'impôt au mois de mai, ils vont déclarer les revenus de la SCI, donc pour la part qui leur revient. Par contre, une SCI, même à l'IR, transparente fiscalement, elle peut avoir des associés qui sont des personnes morales. Alors, si elle a un associé qui est personne morale à l'IR, pour cet associé-là, elle ne va pas réintégrer des revenus fonciers dans son résultat l'IR, elle va réintégrer un résultat BIC, un résultat impôt sur le revenu. Et si l'associé, c'est un associé qui est personne morale à l'IS, la société d'exploitation, par exemple, dans un cas très classique, un gérant de société qui détient son immeuble d'exploitation via une SCI, il se peut, ça arrive parfois, que la société d'exploitation, la SARL, la SAS, soit en partie propriétaire de la SCI. À ce moment-là, on remonte dans la société d'exploitation la fraction du bénéfice qui lui revient de la SCI pour l'imposer à l'IS. Donc en fait, quand on parle IR-IS, c'est un petit peu un raccourci déjà. Une SCI à l'IR, quand on n'a que des associés personnes physiques, ok, ça marche. Par contre, on peut avoir des associés personnes morales et à ce moment-là, on n'est pas forcément en revenu foncier. Mais c'est le cas le plus courant qu'on voit associer personnes physiques, le mari et la femme, le chef d'exploitation ou la chef d'exploitation et ses enfants, enfin voilà. Mais il y a d'autres cas qui peuvent exister. Donc, si on parle du coup, on revient au cas le plus général, si on parle de détention par non, c'est pas possible, mais par des personnes physiques, je vais enlever le une. Il y a forcément deux associés. À ce moment-là, donc, je vous disais, on est en règle de revenus fonciers. Donc, les revenus fonciers, qu'est-ce que c'est? Déjà, au niveau de la détermination du résultat, on prend en compte seulement les sommes qui ont été encaissées et les sommes qui ont été décaissées, ce qu'on appelle la comptabilité de trésorerie. À l'inverse, dans une société commerciale, SARL, SAS, on est en comptabilité d'engagement et à ce moment-là, on prend en compte les créances et les dettes. Là, en SCI, on ne le prend pas. Si votre locataire ne vous paye pas, vous ne serez pas imposé. On ne paiera pas les revenus qui n'ont pas été touchés ne seront pas pris en compte dans le revenu foncier. Ça, c'est la première règle, la principale. Les charges qui sont déductibles des revenus fonciers sont limitativement énumérées. Donc vraiment, pour les revenus fonciers, on est sur des charges qui sont plus restreintes. Donc, tout ce qui est lié en fait au bien et à l'utilisation et à l'objectif de location du bien sont déductibles. Évidemment, les charges de copropriété pour la partie propriétaire, l'assurance, les intérêts du prêt, l'assurance du prêt, les honoraires de l'expert comptable, ça c'est déductible. Par contre, ce qui n'est pas engagé pour la location du bien, et notamment ce qu'on voit souvent quand on fait des frais pour la vente, quand on engage des frais, je vous dis n'importe quoi, les diagnostics, les choses comme ça on ne peut pas déduire. Alors qu'on le verra dans une société à l'IS, on peut. Dans une SCI à l'IS, on peut. Donc vraiment, il y a l'objectif de location du bien qui doit être prépondérant pour pouvoir déduire les charges. Et enfin, pour, vous savez, les régimes spéciaux d'investissement immobilier type Pinel, etc., c'est la seule option possible. On ne peut pas faire de SCI à l'IS ou à ce moment-là, on abandonne le régime spécial et la réduction d'impôt ou l'amortissement qui va avec dans une SCI à l'IS. Donc vraiment, si on est sur du Pinel, Borloo, etc.,
ça sera une SCI à l'IR. Les principaux avantages de la SCI à l'IR. Le principal, c'est à la sortie. À la sortie, en cas de cession de l'immeuble, on suit les règles des plus-values immobilières des particuliers. Les plus-values immobilières des particuliers pour lesquelles on a un abattement pour durée de détention qui est total. Alors, la durée est différente maintenant, mais c'est à la fin de la 22e année pour l'impôt sur le revenu et à la fin de la 30e année pour les prélèvements sociaux. Donc, après, si on détient son bien depuis plus de 30 ans, on le vend, on fait une plus-value plus ou moins importante, on paye 0 impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment le principal avantage. Le deuxième est la distribution des résultats quand la trésorerie le permet. Donc une fois qu'on n'a plus d'emprunt et qu'on engrange les loyers avec des charges modérées, entre guillemets, mais qu'on ne doit plus décaisser le prêt tous les mois pour rembourser, tout ce que se versent les associés n'est pas soumis à imposition. On n'est pas sur des systèmes de rémunération, de dividendes, etc. Donc là, une fois qu'on a payé son prêt, c'est du bénéfice. Il n'y a pas de double imposition, comme on verra, enfin de double entre guillemets, mais de double imposition comme ça peut l'être à l'IS. On paye l'IS, puis après l'impôt sur le revenu sur les dividendes ou sur la rémunération. Et dernier avantage principal, c'est si jamais vous êtes en déficit foncier, donc voilà, vous faites soit des travaux importants, soit peu importe, voilà, vous pouvez imputer le déficit foncier sur votre revenu fiscal global. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer moins d'impôts sur le revenu. Enfin, voilà. Vous avez effectivement le déficit foncier va vous permettre de limiter votre impôt sur le revenu. Donc, il y a une limite qui est à 10 700 € annuels et puis une petite subtilité par rapport aux intérêts d'emprunt. Et si jamais vous êtes en déficit supérieur aux 10 700 € annuels, le solde de votre déficit, vous pouvez l'imputer sur les revenus fonciers à venir. Donc voilà, c'est pas perdu, entre guillemets. À l'IS non plus, c'est pas perdu, mais c'est différent. Là, vous avez vraiment l'économie d'impôt à l'instant T, alors qu'à l'IS, il faudra attendre de refaire des bénéfices. Là vous l'avez sur votre avis d'imposition. Les inconvénients, parce que du coup, on est bien, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans chaque cas. Le revenu foncier, il est imposé sur votre avis d'imposition, sur votre revenu global. Donc, il va être imposé à votre taux marginal d'impôt sur le revenu, donc 14, 30, 45. Et en plus, peu importe votre taux marginal, même si vous êtes à 0 € d'impôt, vous allez payer dessus les prélèvements sociaux. 17,2, ça c'est automatique. Donc, on voit qu'on arrive vite à des taux d'imposition globaux qui commencent à être importants. Vous êtes un taux marginal à 30%, vous allez payer 47,2% d'impôt sur le revenu sur votre revenu foncier. Et ce qui en découle, c'est que votre revenu foncier, c'est le revenu de la société. Ce n'est pas une somme que vous avez forcément appréhendée, vous, en tant que personne physique. Si vous avez un loyer qui tombe sur la SCI, mais qu'il vous permet de rembourser votre prêt de la SCI, vous n'allez rien vous verser à titre personnel. Sur votre compte bancaire personnel, il n'y aura rien. Par contre, vous allez payer de l'impôt dessus parce que l'emprunt, on ne déduit pas du revenu foncier, on déduit tous les intérêts. Donc, le temps du prêt, on avance de l'impôt sur le revenu. On avance. Donc, il faut avoir, quand on fait une SCI à l'IR, il faut avoir conscience et il faut avoir la capacité de payer cet impôt sur le revenu-là le temps du prêt. Après, par contre, comme je vous l'ai dit dans les avantages, une fois qu'il n'y a plus le prêt, on récupère vite sa mise. Mais voilà, il faut pouvoir faire cet effort-là sur la durée du prêt de la SCI. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et le dernier inconvénient, mais qui n'en est pas vraiment, il faut juste le savoir, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans une SCI à l'IR, qu'il n'y a que des personnes physiques qui sont associées, il n'y a pas forcément de différence, enfin, il n'y a pas de différence au
fait que vous ayez acheté l'emprunt, acheté le bien à titre personnel et non pas via une SCI. À ce moment-là, si vous l'avez à titre personnel, vous êtes sur les revenus fonciers qui sont calculés exactement de la même façon. Donc, il faut vraiment que vous ayez un avantage autre que le revenu foncier à faire ce type de SCI et notamment à associer ses enfants, démembrer les parts, voilà, ce genre de choses. Mais à ce moment-là, créer la SCI, il peut y avoir aussi des questions d'emprunt. Si par la SCI, pour X ou Y raison, votre banquier ne demande pas de garantie supplémentaire, ça peut vous protéger plus qu'un emprunt fait en propre. Enfin, voilà. Mais dans la plupart des cas, c'est ça. Si on passe à l'IS, alors, à l'IS, on le verra, donc on suit les règles de comptabilité et de détermination d'un revenu à l'IS. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais forfaitaires, on déduit quasiment tous les... Enfin, bien sûr, quand on reste dans l'objet social et qu'on respecte l'intérêt de la société, mais on peut déduire toutes les charges. On est sur une comptabilité d'engagement, donc on parle en créance et en dette. On n'a pas de frais forfaitaires. Dans les SCI LIR, il y a une petite subtilité, il y a certains frais qu'on ne peut pas déduire et qui sont remplacés par des frais forfaitaires d'une somme astronomique de 20 € par an. Mais là, on n'a pas ça à l'IS, on est vraiment sur le coût réel. On a évidemment l'amortissement du bien, donc ça c'est la grosse différence et c'est ce qui permet d'avoir une fiscalité beaucoup moins importante le temps de la durée d'amortissement par rapport à une SCI LIR. Une SCI LIR, on n'amortit rien du tout. Donc là, on amortit, évidemment, on amortit sur le prix de la construction du bâtiment, mais on retraite une partie terrain. Une partie terrain qui, elle, n'est pas amortissable en fonction de la valeur du terrain sur l'adresse du bien. Et on a aussi les frais d'acquisition qui sont déductibles, ce qui n'est pas le cas en SCI LIR. Donc ça aussi, ça peut faire la différence. Si on parle des principaux avantages, donc tout à l'heure, je voulais un petit peu annoncer, mais le taux d'IS, donc le taux d'IS qui est à 15% jusqu'à 38 120 €, 28 puis 31% pour les gros bénéfices, en rapport à certains taux d'imposition sur le revenu plus les prélèvements sociaux, donc votre taux marginal plus les 17,2, on est vite en dessous. Donc, globalement, la SCI LIR, hormis quelqu'un qui ne serait pas imposable, on est, et encore, parce qu'avec les 17,2, on les rattrape vite, elle est inférieure. Le taux d'imposition, il est inférieur sur une SCI LIS qu'une SCI LIR, dans la plupart des cas. En principe, si on calcule correctement son loyer, la SCI se suffit elle-même pour payer l'impôt sur les sociétés. Donc ça, on calcule, on fait des prévisionnels tout le temps, nous, au cabinet, pour connaître le montant du loyer, savoir si on va pouvoir payer l'IS, etc. Si jamais vous pouvez et vous décidez de rémunérer le gérant ou les gérants, la rémunération, elle est déductible des résultats de la société, ce qui n'est pas le cas à l'IR. Si vous versez quelque chose, ça ne sera pas considéré comme une charge dans une SCI LIR, alors que dans une SCI LIS, oui. On a des possibilités, si on décide de ne pas distribuer de dividendes, de différer la taxation à titre personnel. Donc, c'est-à-dire que même si on peut, mais je ne sais pas, on a une grosse imposition personnelle par ailleurs pour une autre raison, cette année-là, on ne distribue pas, on ne paiera pas d'impôt sur le revenu à titre personnel. Les principaux inconvénients de ce statut à l'IS sont les suivants. C'est le coût de sortie. Alors, autant c'était un gros avantage dans la SCI LIR. Là, dans la SCI LIS, on est sur un gros inconvénient parce que du coup, la plus-value, elle sera soumise à l'IS. Il n'y a pas d'abattement.
au bout des 22 ou 30 ans, ça n'existe pas à l'IS. Sachant que la plus-value, ça sera le prix de vente moins le prix d'achat, sauf que le prix d'achat, il aura été amorti. Donc le prix d'achat, il aura été diminué, je schématise, mais de 1/20 tous les ans depuis votre date d'acquisition. Donc si vous le vendez après 20 ans, votre plus-value, c'est la valeur de vente. Et ça, vous l'imposez à 15, 28, 31%. Donc là, ça coûte cher à la sortie. Mais bon, c'est une option qui est possible. Quand vous distribuez des résultats, quand vous décidez de distribuer des résultats, ça va être considéré comme des dividendes et vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur ces dividendes, ou ça peut être de la rémunération hein, si vous êtes gérant. Mais il y a ce système qu'on appelle un peu double taxation, c'est que la société, comme dans une société d'exploitation classique hein, de n'importe quelle activité, la société, en fonction de son résultat fiscal, elle va payer de l'impôt sur les sociétés. Et si là-dessus, vous voulez vous en reverser une partie, on va repayer de l'impôt sur le revenu dessus. Ça, cette double imposition. Alors, inconvénient ou pas, c'est une option qui est irrévocable, c'est-à-dire que si on décide d'opter au début de la vie de la société, de la SCI, ou en cours de vie, on reste à l'IS, on ne peut pas revenir en arrière. C'est irrévocable. Et puis, un autre inconvénient, je l'ai marqué, mais c'est juste pour information, c'est ce qu'on appelle la CRL, c'est la contribution des revenus locatifs. C'est une taxe, revenus locatifs, pardon. C'est une taxe qui est uniquement sur les SCI à l'IS qu'on paye pour les immeubles qui sont achevés depuis plus de 15 ans. Et ça représente 2,5% des loyers annuels. Donc, suivant le montant du loyer, ça peut aussi commencer à faire. Mais ça, on ne l'a pas. On n'a pas du tout cette notion-là dans une SCI à l'IR. Et enfin, en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'était que l'IS, donc c'est une option, on décide de le faire ou pas, soit dans les statuts, soit en cours de vie, comme je vous l'ai dit. Mais il y a certains cas où on va être de droit à l'IS. C'est si la SCI, elle fait des actes de commerce. Donc, on en revient à mon petit topo du début sur la différence entre civil et commercial. Donc, c'est notamment l'achat-vente à titre habituel d'immeubles. Et ça peut être aussi, et ça, on ne l'a pas forcément en tête, c'est la location meublée. La location meublée dans une société, hors SARL de famille, qui est une exception, on est sur une activité commerciale et donc on est sur une SCI. Donc voilà, c'est quelque chose juste à garder en tête. Donc, je vous le disais, un changement de régime de l'IR vers l'IS, c'est possible, mais c'est contraignant. Ça arrive souvent que des personnes, que des clients au cabinet qui avaient choisi l'IR pour X ou Y raison, ont un peu de mal à payer leur impôt sur le revenu ou voilà, trouvent que c'est compliqué, que ça fait beaucoup pendant la période de l'emprunt et ils nous demandent est-ce que ça vaut le coup de passer à l'IS ou pas, etc. C'est toujours possible. Est-ce que ça vaut le coup? Ça se calcule. Mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes si jamais votre SCI à l'IR, vous avez constaté des déficits fonciers que vous avez imputés sur votre impôt sur le revenu. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas changer avant un délai de 3 ans. Sinon, votre déficit foncier sera remis en cause et vous paierez de l'impôt, enfin, on vous rattrapera sur l'impôt sur le revenu que vous avez économisé, entre guillemets. Il y a des conséquences fiscales au niveau de la SCI qui sont importantes. La principale, c'est l'imposition des plus-values, ce qu'on appelle latentes, c'est-à-dire vous avez acheté votre bien 200 000 euros dans une SCI à l'IR. 10 ans plus tard, finalement, allez, on va changer, on va se mettre à l'IS pour X ou Y raison. Mais votre bien, entre-temps, il a pris de la valeur. On doit réévaluer au bilan de la SCI la différence de valeur pour la constater dans la nouvelle SCI pour 300 000, par exemple. Mais du coup, la différence de 100 000 euros, elle sera imposée. Donc voilà, c'est vraiment... c'est possible, cette option en cours de vie, mais il faut vraiment peser le pour et le contre. Ça peut être lourd. Et ça, je vous en ai parlé, le dernier point.
Bon, il y a d'autres conséquences fiscales, mais la principale, c'est ça, c'est si jamais votre immeuble il a pris de la valeur entre-temps. Et le dernier point, je vous en ai parlé, c'était que l'IS s'imposait si on exerçait une activité commerciale dans sa SCI, et notamment la location meublée. Et pour synthétiser et conclure, comment on arbitre, donc en plus de ce que je vous ai donné comme clé, ça fait lourd, ça fait beaucoup, mais en gros, les principales questions qu'on pose à nos clients quand ils nous posent la question de choisir un régime fiscal IRIS sont les suivantes. Quel est le contexte? C'est-à-dire, on va regarder la situation fiscale, donc c'est-à-dire le taux marginal, la structure d'imposition des associés, la situation aussi patrimoniale, personnelle. Donc, comme je vous disais, quand on est sur des taux d'imposition élevés, on a tendance. Là, tout ce que je vais vous dire, c'est des tendances. C'est vraiment du cas par cas et il faut avoir conscience dans chaque cas des pour et des contre, parce que du coup, il n'y a pas de solution idéale, mais des principaux avantages et des inconvénients et être OK avec ça. Quand on est du coup sur des taux marginaux d'imposition élevés, on a tendance à conseiller des SCI à l'IS. Pour la partie imposition et degré et niveau d'imposition. Il faut aussi qu'on regarde si la personne est capable de fournir un effort d'épargne, mais ce n'est pas de l'épargne, un effort de paiement d'impôt mensuel, annuel, est capable soit de rembourser une partie de l'emprunt, enfin, d'apporter à sa SCI pour qu'elle puisse rembourser une partie de l'emprunt ou de payer son imposition. Donc, si on est limite et qu'on n'a pas d'effort de mise de côté mensuel, on part sur l'IS, c'est sûr. On ne peut pas payer l'impôt sur le revenu à payer. Si on est plus important, on peut éventuellement envisager l'IR. On se pose aussi la question de l'objectif des associés. Donc, est-ce qu'on part vraiment sur se constituer un capital personnel et ou familial pour transmettre, etc. À ce moment-là, on partira peut-être plus sur l'IS, mais dans un cas général, plus sur de l'IS. Quand on cherche un complément de revenu, voire de retraite, on peut partir sur de l'IR aussi. Enfin, on envisage à ce moment-là plus de partir sur de l'IR si vraiment, voilà, une fois que l'emprunt est terminé, à ce moment-là, oui, tous les mois, je pourrais me verser quasiment le montant du loyer sur mon compte perso sans problème. On se pose aussi de la question de l'envergure de l'investissement quand on est sur des projets qui sont relativement modérés en montant. L'IR convient très bien. Quand on commence à avoir des investissements plus importants, on se porte plus facilement sur de l'IS aussi. Et enfin, quel type de bien c'est? Est-ce que c'est un bien professionnel? Donc, est-ce que c'est par exemple l'immeuble d'exploitation de ma société? Ou est-ce que c'est vraiment de l'investissement? Donc, soit de l'investissement pour un immeuble particulier ou de l'investissement pour un immeuble, pour un autre bien commercial, mais dans lequel je ne vais pas exploiter forcément mon activité professionnelle. Donc ça, c'est des autres questions qu'on se pose quand on arbitre d'un choix IRIS, sachant quand c'est un immeuble professionnel, on a tendance, mais pareil, c'est une règle générale, il n'y a que des cas particuliers dans ce cas-là. Professionnel, on a tendance à conseiller l'IR, et quand c'est plus sur de l'investissement, on a tendance à conseiller l'IS. Mais voilà, encore une fois, c'est un contexte global et il n'y a pas de réponse automatique à la question. Ce n'est pas un simple critère, c'est des questions qui sont quand même complexes et puis qui ont des répercussions importantes au niveau fiscalité personnelle et puis au niveau patrimoniaux personnel aussi. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été claire. On va peut-être regarder les questions ou si tu veux terminer. Il n'y a pas de questions. D'accord.
Alors, je vais mettre fin au diaporama. Hop. Et là, ben, ouais, on n'a plus le diapo, donc c'est bon. Qui est dans la salle d'attente. Donc, je ne sais pas si vous aviez éventuellement des questions, même si vous ne les avez pas posées sur le chat, ou voilà, peu importe, je ne sais pas. Pas de questions. Ah si. Oui, mais allez-y. Même si elle est un peu particulière, vous pouvez la poser. Je verrai si je peux répondre. Quid d'une association à but non lucratif qui serait associée d'une SCI allière? Il me semble qu'on a ce cas-là au cabinet. C'est pas moi qui le traite. Une association à but non lucratif, comment est-elle imposée? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour moi, je veux pas m'avancer sans avoir cherché, mais il me paraît très logique que ça rentre du coup dans les résultats de l'association et qu'après, ce revenu-là soit pris en compte dans des éventuels seuils que l'association serait amenée ou pas à dépasser. Est-ce qu'elle est aux impôts commerciaux ou pas, cette association? Ça serait ça la question. Et est-ce que le fait d'avoir ce revenu-là la ferait passer ou pas à des impôts commerciaux? Mais là, vraiment, je ne m'avance pas parce que je n'ai pas la réponse, mais je peux chercher. Mais il me semble qu'on a un cas comme ça au cabinet. Il faudrait que je regarde. De rien. Je veux conclure. Si on n'a pas d'autres questions. Merci de votre attention. J'espère que j'ai été claire. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous d'avoir été présent. J'espère que ça a été pertinent pour vous. Et puis, sachez que chaque mois, on a toujours des ateliers. Et donc, du coup, on fera également une communication en amont pour les prochains ateliers du mois de novembre et de décembre. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse donc vous déconnecter et puis de passer une excellente journée. Une bonne fin de semaine à vous.